Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour une heure. C'est Lucie avec vous. Dans ce Magal West, on va parler information, divertissement. On va aussi parler de la 30e édition de la Transat Jacques Vabre qui est donc en cours. Camille va nous faire un petit rappel de l'historique de la Transat Jacques Vabre. Et puis, on aura l'occasion d'avoir une interview avec l'un des skippers présents du coup dans cette Transat 2023. La tour emblématique de la CAF a commencé à être démolie, boulevard de Strasbourg au Havre. On aura aussi l'occasion d'en parler dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Olivier qui s'occupe de tout ce qui est événements à la Galerne et notamment des rencontres et des dédicaces de la Galerne. On va donc parler du programme de ces dédicaces qui arrivent prochainement pour ce mois de novembre, mais aussi ce mois de décembre, avec aussi des activités pour les enfants. On aura l'occasion d'en parler et de se pencher sur la question de la programmation. Comment est-ce qu'on programme des auteurs comme ça et que l'on organise des discussions et des rencontres entre les lecteurs et les auteurs et les autrices. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. On va aussi parler musique, comme à chaque Magal West. On va parler aujourd'hui de Comodrag and de Moonodore. Ils ont sorti un nouvel album, un premier album même. On va donc en parler grâce à notre découverte Ferrarock du jour. Voilà ce que je vous propose pour notre programme. On va aussi se tourner du côté de la météo avec le retour de la pluie évidemment. Et puis on parlera aussi de nos idées sorties avec des conversations, un concert et puis une visite guidée thématique sur le Havre. Voilà ce que je vous propose pour la prochaine heure sur Westrack Radio dans ce Magal West. Et pour commencer, on va se tourner donc vers la météo. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h26. On va donc perdre ce soir 2 minutes de soleil. Pour ce début de soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie qui est de retour. Les températures vont atteindre les 13 degrés avec un ressenti de 12 et le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h. L'orientation du vent est sud-sud-ouest. Ce soir et cette nuit, la pluie va continuer. Il va même pleuvoir à verse. La température va retomber aux alentours de 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h. L'orientation du vent sera tournée vers l'ouest. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h25. On va donc perdre 2 minutes de soleil demain. Demain matin, il faudra aussi vous équiper en conséquence, capuche, parapluie, puisque la température et la pluie vont être plutôt fraîches et présentes. La température demain matin sera de 10 degrés et la température ressentie sera plutôt fraîche. Elle sera de 7. La force du vent va osciller aux alentours de 32 km/h, direction ouest-sud-ouest et l'humidité relative de l'air sera de 85%. Demain après-midi, il faudra aussi affronter la pluie avec une température aux alentours de 11 degrés, un ressenti plutôt frais de 8 degrés. La force du vent oscillera aux alentours de 32 km/h et l'humidité sera aussi présente pour demain après-midi. Enfin, demain en soirée, il y aura quelques nuages. Ils seront présents, mais il y aura tout de même quelques éclaircies pour cette après-midi de demain. La température retombera aux alentours de 9 degrés avec un ressenti de 7 et le vent sera présent environ 18 km/h. Il devrait donc ne pas être très fort. Il sera tourné vers le nord-ouest. Pensez donc pour cette soirée à prendre votre parapluie. Heureusement, la pluie devrait donc se calmer a priori demain après-midi. Mathieu, la tour de la CAF boulevard de Strasbourg commence à être démolie. On en parle tout de suite avec le Flash Info.
Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales du jour. L'emblématique Tour de la CAF au Havre est en train d'être démoli, boulevard de Strasbourg. Ce mardi 7 novembre, les pelles s'activaient pour faire tomber la tour. Depuis 1975, l'immeuble a accueilli l'URSSAF, la CPAM et la CAF, dernière partie en mai dernier. Le bâtiment étant vétuste, le service a déménagé dans de nouveaux locaux dans 207 chaussées du 24e territorial. Le site ne devrait pas rester inoccupé longtemps puisque Bouygues Immobilier prévoit d'y implanter de nouveaux immeubles comprenant des logements. Mardi 7 novembre, le gouvernement a lancé le bonus réparation pour inciter les consommateurs à faire réparer chaussures et vêtements ainsi que le matériel électronique chez un artisan. 7 € de réduction pour faire raccommoder une déchirure dans un vêtement, 8 € pour un zip, jusqu'à 25 € pour un ressemelage d'une chaussure en cuir. En théorie, le dispositif lancé par le gouvernement a de quoi séduire. La démarche anti-gaspillage est vertueuse pour l'environnement, intéressante pour le porte-monnaie du consommateur et pourvoyeuse de clients chez les artisans concernés. Mais en réalité, peu de commerçants se sont fait référencer comme boutiques pouvant être labellisées Refashion. La plupart des commerçants refusent de faire le travail déclaratif. En effet, c'est aux commerçants de faire les démarches pour obtenir un remboursement et non aux clients. Et cela nécessite de prendre en photo chaque réparation et ensuite de se connecter via une application pour espérer un remboursement sous 1 mois et demi. Le jour du lancement, dans les commerces du Havre, la réponse était assez unanime. Trop compliqué. Dimanche 12 novembre, l'édition 2023 de la Fête de la Pomme et du Terroir normand aura bien lieu dans le quartier Notre-Dame au Havre, comme chaque année depuis 37 ans, après les inquiétudes émises l'an dernier par Annie Guillemet, présidente de l'association organisatrice l'APIC, en raison de la réfection de la place du Vieux Marché qui accueillait traditionnellement la manifestation. Une solution alternative a été trouvée avec la mairie. C'est donc finalement la rue de Paris, depuis la cathédrale Notre-Dame jusqu'aux placettes face à l'esplanade Kennedy, qui accueillera la 60aine d'exposants de ce nouveau cru d'une fête attendue autant par les clients que par les commerçants. Comme chaque année, en plus des producteurs de pommes bien représentés, on pourra faire son marché auprès de fromagers, charcutiers, producteurs de cidre, apiculteurs, éleveurs d'escargots et autres brasseurs de bière. Comme toujours, la fête, c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des associations à but non lucratif. Enfin, le côté festif n'a pas été oublié avec une animation musicale prévue tout au long de cette journée. Chloé Leroy est jeune, talentueuse et surtout à seulement 16 ans. L'adolescente originaire du Havre est déjà multiple championne de France de tir à l'arc dans plusieurs catégories. Désormais pensionnaire du pôle espoir de Compiègne où elle s'entraîne entre 2 et 7 heures par jour. Elle se retrouve contre des filles âgées de 15 à 21 ans, mais à la fin, c'est souvent elle qui gagne. Malgré tout, elle n'aura jamais la chance de gagner sa vie avec sa passion. En France, on ne peut pas vivre du tir à l'arc, assure-t-elle. Mais cela ne risque pas de couper ses ambitions d'archère. Si l'arc à poulie n'est pas pour l'instant au menu des Jeux Olympiques, Chloé Leroy ne s'empêche pas de rêver très grand. Être championne du monde, c'est un défi qu'elle se lance. Et enfin, chanteur à la voix flexible, au timbre singulier, artiste autodidacte, Nosfell est aussi musicien, poète et conteur. Son engagement physique le pousse également à collaborer avec de nombreux danseurs et chorégraphes. Jeudi 9 novembre, dans la grande salle du Volcan, il jouera son spectacle seul en scène, Le Corps des Songes. Vendredi 10 novembre, c'est à un concert exceptionnel que se joindra Nosfell, celui des Arçonnais, des Arçonnants, sous la direction du musicien havrais Arnaud Lemindu, avec la participation des patients de l'hôpital Jeannet. Enfin, pour clore ce cycle, samedi et dimanche, le Volcan proposera un atelier autour du spectacle Le Corps des Songes avec Jérémy Barrault, graphiste, et Nosfell lui-même. L'occasion de découvrir le Clococasien, un monde imaginaire rempli de contes et légendes inventés par Nosfell, et d'éprouver son langage, le Clocobets, à travers l'exercice de son abécédaire et de sa calligraphie. Merci Mathieu. Et puis une petite information pour ceux qui ont l'habitude de se réveiller en compagnie de Mathieu dans le 8 à 9. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas de 8 à 9. Vous pourrez retrouver l'émission directement lundi. Et puis si vous avez manqué le 8 à 9 de ce matin, comme toutes les émissions de Westrack, vous pouvez les réécouter en podcast sur le site de Westrack. Dans l'onglet podcast, vous retrouverez donc toutes les émissions et interviews qui sont diffusées à l'antenne. Après donc ces infos locales, place aux événements qui sont organisés sur le Havre. Je vous propose ce soir de découvrir un concert, une visite et une conversation. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
À Fécamp est organisée ce soir une conversation autour des collections. Que savons-nous des collections? Petites et grandes histoires, secrets de fabrication, confidences de donateurs, anecdotes. Les œuvres ont beaucoup à nous dire. Une fois par mois, les membres de l'équipe des conservations du musée des pêcheries vous en disent plus sur les collections. Et c'est donc ce soir à 18h par Margot Oliveau au musée des pêcheries 3 quai Capitaine Jean Recher. C'est donc à Fécamp. C'est totalement gratuit. Vous pouvez leur téléphoner au 02 35 28 31 09. Au Havre, cette fois-ci, une visite guidée sur la thématique de l'esclavage mémoire normande est organisée dans le cadre notamment de cette exposition avec Emmanuelle Riant, directrice des musées d'art et d'histoire et co-commissaire de l'exposition. Elle propose une visite guidée thématique figure noire dans les arts décoratifs. C'est ce soir, ça commence très prochainement à 17h15. Vous avez encore le temps de courir à l'hôtel du Bocage de Bléville, 1 rue Jérôme Bellarmato. C'est totalement gratuit. La réservation est quand même conseillé, vous pouvez les appeler ou vous rendre sur le site musée-mah-lehavre.fr ou vous rendre directement à l'accueil du musée puisque ça commence prochainement. Et si vous n'avez pas le temps de vous rendre à la visite, sachez qu'il y aura un condensé de cette visite et de l'exposition ainsi que tout le travail qui a été fait par l'association Mémoire et Partage demain dans votre Magal Ouest à 17h. Et enfin, je vous propose un concert ce soir au Havre avec Émilie Simon, auteure, compositrice, interprète, arrangeuse et productrice, à l'aise aussi bien dans la création de chansons originales que de musique de film. L'artiste multi-récompensée est de retour avec un disque novateur dont elle seule a le secret. C'est ce soir à 20h, c'est au théâtre de l'Hôtel de Ville. Tarif 6, 20 ou 30 €. Vous pouvez leur téléphoner au 02 35 19 45 74 pour pouvoir réserver votre place pour ce soir, le spectacle donc au théâtre de l'Hôtel de Ville. Il est 17h12 sur Westrack Radio, vous êtes toujours à l'écoute de votre Magal Ouest, merci d'être toujours aussi présent. On va tout de suite écouter de la musique et particulièrement notre découverte Ferrarock du jour. C'est un duo donc que je vous propose, Como Drag and The Moonodore. On découvre ce duo, on en parle et surtout on découvre ce nouvel album puisqu'on va écouter certaines de leurs chansons. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Greenfields of Amortica de Como Drag and The Moonodore est sorti le 20 octobre 2023 chez Dionysac Records. Le premier album de Como Drag and The Moonodore a été réalisé en Terre Sainte, finistérienne, en Bretagne, en France. C'est dans le studio TAF Panoramix du bassiste et chanteur du groupe que les 7 mercenaires du rock ont posé leur guêtre, un pur produit homemade. Greenfields of Amorica est un album composé de 8 titres allant des morceaux les plus classiques rock tels que Marie-France aux ballades les plus mélancoliques comme It Could Be You. Un opus qui nous amène faire une virée à l'âge d'or du rock accompagné par 2 batteries et un orgue Hammond pour un disque entre rock 70s et rock psychédélique à l'énergie 100% débordante. Why can't I guess where you come
shining in the dark. It could be you. Les 7 musiciens, dont 4 d'entre eux se partagent le micro, apportent une ardeur et un esprit bien caractéristiques au disque. Tels que les super grands des années 70s, les voix sont prédominantes sans voler la place aux amplis et autres instruments. Pour embellir les parties musicales, le groupe a fait appel aux chanteuses Claudia González et Maëlle Pulini. If I were a king, I would give in to everything. I'd reign on a peaceful realm where we could stay till the end. If I were a rich man, I sure would harvest the land. With my hands as a working man. Oh, it ain't easy. Oh no. I need new conditions with no politicians. Need a new perception, not a will region. If I were the creator, I'll make the world a better place. And I will hang rebels in the sky, so little girls will never cry. But I'm just a simple man, and I try to be myself. Follow my heart and nothing else, and I'll sing forever. Come on, keep on going on. You gotta be yourself. Come on, what a boogie train. Society don't want brand new chains. Gonna know, no, 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 no. Oh no, I'm not a king, just a simple man. Come on, keep on going on. You gotta be yourself. Come on, what a boogie train. Society don't break the chains. No, 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 no. Oh no, I'm not a king, just a simple man. Na 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 na. Oh no, just a simple man. Tels les fervents défenseurs de l'héritage des Creedence Clearwater Revival ou encore Grand Funk Railroad, pour ne citer que, le groupe espère bien lancer une marque indélébile dans les esprits avec ce premier disque. Cet album Green Fields of Armorica est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, disponible aussi en ligne et en physique. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations sur le groupe, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ferrarock pour avoir toutes les informations sur ce partenariat. Direction donc ferrarock.org pour retrouver toutes les informations sur Como Drag and de Monodore.
Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur West Track. Il est 17h26 à l'écoute de West Track Radio. À l'instant, on vient de rocker avec Marie-France. C'est un titre de Comodrag and the Moonodore. Comodrag and the Moonodore, qui est donc notre découverte Ferrarock du jour. Je vous conseille d'aller voir toute leur discographie, enfin du moins tout l'album. Si vous êtes intéressés, c'était vraiment un bon moment sur West Track qu'on a aimé partager avec vous. À suivre donc sur West Track, on va parler de la Transat Jacques Vabre, qui est partie donc depuis déjà 2 semaines, il me semble. Et Camille a eu la chance d'interviewer l'un des skippers, Laurent Bourgurès. On va donc découvrir son quotidien et puis surtout Camille va aussi revenir un petit peu sur cette 30e édition avec plusieurs infos historiques. On écoute donc tout ça, ce beau reportage, et juste après je reçois Olivier qui va nous parler des invités de la Galerne à la librairie La Galerne au Havre. On va donc parler du programme, des prochains invités, des prochains auteurs et autrices qui vont venir donc à la Galerne présenter leur nouvel ouvrage. Avant ça, donc, on part direction la mer. On prend la mer avec donc le skipper Laurent Bourgurès pour la Transat Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre est une course transatlantique en double retraçant les routes du café. Organisée pour la première fois en 1993 par la marque de café Jacques Vabre avec 14 marins au départ et en partenariat avec la ville du Havre le 29 septembre 2023 dernier, c'était le départ de la 30e édition comptant cette fois 190 marins et 95 bateaux, une course en double assez impressionnante. L'objectif, être les 4 premiers à aller du Havre jusqu'en Martinique. Des mois de préparation intenses, à la fois psychologiquement et physiquement pour les skippers, leurs co-skippers et tous les membres de chaque équipe. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité de rencontrer l'un d'eux. Quand je réfléchissais un petit peu avec qui j'avais envie de faire cette transat, finalement c'est la personne idéale parce que c'est à la fois un excellent marin et à la fois un technicien hors pair. Et pour prendre en main ce bateau, je veux dire dans sa nouvelle version avec des grands foils, après toutes les modifications qu'on a fait cet hiver, je pense que j'ai fait le bon choix. Présent sur le bateau IMOCA du groupe Apicil, Laurent Bourgès est aux côtés de Damien Seguin pour cette course et je vous propose d'aller à sa rencontre avec nous. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour ceux qui pourraient ne pas te connaître ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Bourgès. J'ai 43 ans, je crois déjà. Ça passe vite. J'ai grandi dans le sud de la France à Marseille. Et je suis arrivé en Bretagne il y a 20 ans. 2023, c'est mon 20e anniversaire en Bretagne. Et voilà, je suis venu en Bretagne pour travailler et naviguer sur des bateaux de course au large. Et voilà, donc je suis très content aujourd'hui d'arriver à faire ça depuis une quinzaine d'années. Je travaille et je navigue sur à peu près tous les bateaux de la course au large, que ce soit monocoque, trimaran, petit, grand. J'ai réussi à mettre mon pied un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ma première Transat Jacques Vabre. J'ai beaucoup traversé sur des bateaux soit plus petits, en mini 650 ou sur la G2R en Figaro. J'ai ramené beaucoup de bateaux de ce type-là en convoyage retour, donc je fais beaucoup de transats en IMOCA, mais ça sera ma première transat en course sur un IMOCA. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. T'as hâte que ça commence ? Ouais, carrément, j'ai trop hâte que ça commence. Avec Damien, voilà, on a mis le bateau à l'eau au mois d'août. C'est un bateau qui est de 2016 mais qui a été extrêmement transformé en fait pendant l'hiver. Il a été un petit peu pimpé quoi. Voilà, on l'a boosté avec des foils de dernière génération. Donc voilà, je sais pas si t'as vu un peu les images que ça donne, mais ça permet vraiment au bateau de presque s'envoler au-dessus de l'eau. Ça permet d'atteindre des vitesses vraiment rapides et de booster une machine de 2016. On arrive à des performances quasiment équivalentes à des bateaux neufs comme celui d'à côté. Par exemple, on a Massif qui est un dernier né qui a été mis à l'eau cette année. Que voilà, et moi je connais bien toute la partie justement technique à bord des bateaux. Donc c'est un peu ma grosse plus-value dans l'équipe avec Damien pour faire en sorte que ce bateau-là arrive au bout en entier et soit le plus performant possible pour la Transat. Donc ouais, non, j'ai carrément hâte. Et ça t'est venu comment cette passion de la mer justement ? Écoute, alors ça vient pas d'hier, hein. J'ai eu la chance quand j'étais petit, j'ai un grand-père qui est toujours là, qui a 94 ans et voilà, qui avait des bateaux de croisière à Marseille. Donc on a eu l'habitude en famille de partir l'été faire de la croisière. Alors c'était pas du tout de la compétition, mais c'est vrai que j'ai pu comme ça apprécier le côté un peu maritime. Et après en fait j'ai vraiment commencé la compétition au lycée avec l'UNSS. C'est vraiment là que j'ai vraiment je faisais de la croisière mais je m'intéressais pas du tout à la course. Alors ça me faisait rêver en voyant les magazines et les reportages à la télé, mais j'avais pas forcément particulièrement envie. Et c'est vrai qu'avec l'UNSS en 4e,
J'ai commencé à faire du laser, c'est des petits dériveurs. Et là, j'ai été vraiment piqué au jeu, quoi. Et je faisais beaucoup de musique à l'époque, donc j'ai commencé à en faire de moins en moins et de faire de plus en plus de sport et de voile de compétition. Et en fait, c'est parti de là. Et comme j'étais après très attiré par la course au large, j'ai quitté Marseille pour venir en Bretagne en me disant je vais bien trouver des embarquements, et puis ça s'est fait. C'est quoi ton premier bateau du coup? Écoute, toute première expérience quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai travaillé pour Yvan Bourgnon sur un trimaran, c'était les Orma. Alors il y a plus ces bateaux là aujourd'hui dans la course au large, mais c'était des trimarans très extrêmes, et le bateau venait de chavirer sur la route du Rhum 2002. C'est une route du Rhum sur laquelle il y a eu beaucoup de casses, de chavirage et de bateaux cassés, et moi je l'avais rencontré pour réparer son bateau, et lui cherchait du monde pour réparer son bateau. Voilà, donc il m'a embauché comme ça et j'ai atterri en Bretagne et je suis jamais reparti. Donc après j'ai bossé pour d'autres équipes. Après j'ai pu avoir mon propre bateau, un Mini 650. J'ai acheté avec mes petites économies. J'ai fait un crédit et puis voilà, là c'est là que j'ai pu expérimenter mes premières navigations en solo en course. Et voilà, c'est de la drogue dure depuis et je ne pense qu'à faire ça, quoi. C'est pas la première fois que tu es sur un IMOCA? Non, ça fait une dizaine d'années en fait que je travaille dans les équipes techniques sur des IMOCA à des postes de boat captain et directeur technique. Un boat captain, c'est quelqu'un qui peut remplacer le skipper quand il est pas là. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années en fait que je skip hors course ce genre de bateau. Donc j'ai fait plusieurs 4 ou 5 traversées atlantiques retour qui sont souvent aussi bien costauds en termes de météo, mais voilà, à 3 ou à 4 personnes d'équipage, mais c'est moi qui étais le skipper, et donc comme ça je découvre pas ça, quoi. Est-ce que tu préfères faire les courses solo ou à plusieurs? Écoute, alors c'est une très bonne question, c'est un exercice très différent. J'aime bien varier les deux. Après le fait de faire des courses en solo, ça veut dire que tu as souvent ton propre projet. Donc moi j'ai ça d'ailleurs en perspective, je recherche des partenaires pour ça, pour avoir mon propre projet et faire des courses en solo. C'est vrai que le fait d'être en solo, ça te permet vraiment de te dépasser. Tu as voilà, des objectifs, du stress différent, etc. Donc c'est un autre exercice. Par contre, la course en double ou en équipage, c'est aussi super intéressant parce que ça te permet d'aller beaucoup plus loin aussi dans l'utilisation du matériel. Souvent on met un petit pied sur le frein quand même quand on est en solo. En double ou en équipage, on est carrément au taquet, quoi. Voilà, c'est un peu une autre dimension. On se sent un petit peu plus en sécurité aussi quand on est en double, quand on dort. On n'a pas le même stress qu'en solo parce que on sait qu'on peut se reposer tranquillement parce qu'on a l'équipier, enfin le co-skipper ou le skipper qui est là et qui gère, quoi. Voilà. Et en équipage, j'ai pu expérimenter ça en IMOCA avec l'ancienne équipe pour laquelle je travaillais avec Thomas Ruyant, et on a fait The Ocean Race Europe, qui est un peu les prémices de The Ocean Race qu'on a pu voir l'année dernière en début d'année. Donc là on était 5 à bord, et c'est vrai que c'était un super exercice de pouvoir pousser encore plus loin la machine, de faire des manœuvres. En fait, c'est surtout faire des manœuvres un peu osées qu'on normalement on ne fait pas en double ou en solo, et c'était vraiment très sympa. C'est comment la vie sur un bateau quand on est plein justement, ou quand on est justement deux? Écoute, alors quand on est plusieurs, par exemple comme The Ocean Race Europe là que j'ai pu faire à 5, après c'est des plus petites étapes, tu vois, c'était des étapes de 4-5 jours maximum. C'est vrai que c'est pas des bateaux conçus pour ça au départ, donc tu te marches un petit peu dessus. Mais bon, finalement, on faisait des rotations, tu vois, d'équipes de 2 personnes. Donc après, on a dû adapter un tout petit peu l'intérieur pour qu'il y ait 2 personnes qui se reposent plutôt qu'une. Mais finalement, dans le cockpit, à part les grosses manœuvres, on se mettait les 5 dehors, et finalement, t'en as un qui est sur le pont, 2 à la colonne, un autre qui barre. Bon, finalement, tout le monde a trouvé sa place. C'est vrai qu'en double ou en solo, c'est beaucoup plus adapté, quoi. On a les winches et sont tout rapprochés pour qu'on puisse faire tout facilement. Donc à 2, c'est le super format à 2 en fait. Et du coup, justement, vous êtes à 2 avec Damien Seguin. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes tous les deux? Là, la rencontre, se dire, écoute, c'est vrai qu'on se connaissait très peu avec Damien avant de naviguer ensemble. Moi, l'année dernière, j'ai fait la Solitaire du Figaro. J'étais directeur technique chez Thomas Ruyant. J'ai quitté l'équipe pour me relancer. J'ai fait la Solitaire du Figaro, et derrière, du coup, j'avais proposé un peu mes services à différentes équipes. Donc Damien a étudié mon cas, mon dossier, et ça correspondait au profil qu'il recherchait pour cette saison. Donc finalement, on s'est rencontrés. Le courant est bien passé, on s'est laissé un petit temps de réflexion, et puis au mois de mars, il m'a dit banco, ok, on va faire les choses ensemble, quoi. Du coup, on a quand même depuis le mois de mars où on s'est vraiment dit qu'on allait faire la saison ensemble, on a pu quand même passer pas mal de temps ensemble, notamment sur le chantier où on a aidé l'équipe technique à faire tout le chantier de transformation. On a passé quand même du temps à faire des choses ensemble, à commencer à se connaître, faire un peu de sport ensemble, tu vois. Donc là on va naviguer, on commence à se connaître un peu déjà. C'est vrai qu'on a fait qu'une seule course au mois de septembre, le défi Azimut, qui s'est pour le coup très très bien passé, donc ça nous a aussi rassuré tous les deux sur notre capacité qu'on pensait bonne avant, mais voilà, ça nous a vraiment rassuré sur notre capacité à bien s'entendre à bord, et assez complémentaire, ouais, carrément. Toi, t'es associé à Montbonnet Rose. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Ouais, écoute, en fait, c'est une rencontre qui date d'il y a une bonne année maintenant. On s'est rencontré avec Maureen, la fondatrice de l'association, au départ de la route du Rhum l'année dernière. Le courant est hyper bien passé. On s'est vachement entendu sur les valeurs humaines générales qu'on avait tous les deux. C'est parti de moi, je cherche à monter un projet pour
pour la prochaine route du Rhum en solitaire. Et elles, pour l'association, elles rêvent d'avoir un bateau à leur couleur. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Et du coup, depuis ce moment-là, donc je suis devenu, on va dire, leur ambassadeur sur le côté sportif. Et on essaie, ensemble de monter un projet pour avoir un bateau rose au départ de la route du Rhum dans 3 ans. Et on recherche des partenaires pour ça qui pourraient s'effacer un peu derrière la cause en finançant le projet sportif, mais pour mettre en avant l'assaut. Plutôt mal de mer ou mal de terre? Écoute, alors le mal de mer, moi ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Et mal de terre, souvent mal de terre. Ça dure 2 jours, on a l'impression d'être bourré, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Mais comme ça, quand on boit le petit punch à l'arrivée, du coup on n'est pas sûr que ce soit le petit punch. C'est pas mal. Est-ce que tu as un souvenir en mer qui t'a vraiment marqué, que ce soit positif? Voilà, positif peut-être. Alors oui, il y en a plein. Je peux en dire 2? Ouais, il y en a. Il y en a 2 qui me viennent en tête comme ça. Ma première transat en course en solo, la mini transat, elle partait de La Rochelle jusqu'au Brésil, à Salvador de Bahia. Et donc on passait par le fameux poteau noir, comme on va faire là sur cette transat Jacques Vabre. Et le poteau noir, c'est un endroit un peu mystique, avec des orages, des grains, la météo qui est un petit peu folle. Ça ne répond à plus aucune logique scientifique. Et en fait, ce qu'on voit en mer quand on arrive dans cette zone-là, on est sous le soleil des alizés avec des petits nuages, le vent est bien stable, la mer est bleue, on est sous spi, tout va bien, ça glisse. Et devant nous, je me souviens de ça, c'était noir en pleine journée avec des éclairs. Et je me souviens de regarder au-dessus de moi, c'était tout bleu, et derrière moi c'était tout bleu, il faisait beau. Et j'ai allé dans la gueule du loup. En pleine journée, c'était noir volontairement. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais assez angoissé. Au final, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était quelque chose de très très marquant. Et une deuxième petite anecdote un peu marrante, pareil toujours en mini, mais dans l'Atlantique, il y a des poissons volants. Poissons volants, donc c'est des poissons qui échappent aux prédateurs qui sont dessous. Ils ont des nageoires, des grandes nageoires en forme d'ailes, donc ils volent au-dessus de l'eau, des fois sur des centaines de mètres. C'est assez rigolo à voir. Et comme ils volent, nous, en fait, quand on passe avec nos bateaux, on les effraie aussi, donc ils se mettent à voler, ils partent, ils s'échappent en volant. Et donc la nuit, des fois, on voit rien, il n'y a pas de lune, pas de lumière. Et je me suis pris un poisson volant dans la gueule. Et donc j'ai cru que quelqu'un me giflait, sauf que j'étais tout seul à bord. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Je pense que quasiment tous les marins l'ont vécu une fois, mais bon. C'est un petit truc, personne ne dit, mais toi aussi, t'as eu le poisson, oui. C'est ça. Moi, j'ai une dernière question curiosité. C'est justement, ça m'y a fait penser avec ce que tu dis, avec le poteau noir, etc. Est-ce que la spiritualité à ce moment-là est importante pour les marins? Parce qu'on a souvent vu dans l'histoire des marins qu'il y avait toujours Sainte Thérèse ou ce genre de sainte qu'ils appelaient souvent. Est-ce que pour toi c'est important la spiritualité quand tu vois ce gros poteau noir arriver, etc. et tu dis quand même j'espère que je suis pas tout seul à ce moment-là. T'es pas obligé de répondre, hein. T'es pas obligé. Non écoute, moi je suis pas, non j'ai pas trop ce genre de croyance, donc non ça m'atteint pas trop. Et non, j'ai pas de gris-gris spiritueux à bord. Non, par contre, si j'ai un petit gris-gris aujourd'hui qu'on a pu mettre dans le bateau grâce à l'assaut justement. Elles ont confectionné à la main un petit bonnet rose en laine. Et ce qui est chouette, c'est que Damien, il a aussi ses petits gris-gris. Lui, c'est des cochons. Donc il y a un petit cochon, pareil, tricoté à la main, qui est dans le bateau. Et donc on a pu mettre le petit cochon avec son petit bonnet à côté. Donc on va essayer de leur faire traverser la transat l'un à côté de l'autre, voilà. Super, merci beaucoup de ton temps et puis bonne course. Merci Laurent Bourguès, merci Damien Séguin. Prenez beaucoup de plaisir et racontez-nous de belles histoires à bord de ce voilier groupe Apicide. Merci à tous les deux. Un parcours impressionnant qui, je suis sûre, et en tout cas on le lui souhaite, va poursuivre son ascension. Merci à Laurent Bourguès pour ce moment d'échange et de partage d'expérience. Bonne course, on espère qu'il fasse plus beau en Martinique. C'était Nausicaa et Camille pour Westrack Radio. Merci Nausicaa, merci Camille. Il est 17h40 sur Westrack Radio. Je vous propose de découvrir notre invité, Olivier. Pour cette deuxième partie de l'émission, je reçois Olivier, chargé événementiel à La Galerne, qui concerne donc les événements, les rencontres et les dédicaces. On va donc vous présenter ensemble le programme pour ce mois de novembre et aussi celui de décembre. Bonjour Olivier. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va très très bien et je vous remercie beaucoup de me recevoir. C'est un programme chargé, ça a commencé depuis septembre. Pour le mois de novembre, ça se poursuit. Il y a déjà des rencontres qui sont programmées pour cette semaine, la semaine prochaine et notamment demain.
Est-ce qu'on peut connaître le nom de l'auteur qui vient demain ? Alors effectivement, le programme pour le quatrième trimestre a commencé déjà depuis septembre, et demain encore, nous recevrons Toby Nathan qui est déjà venu à la Galerne et qui revient pour présenter un grand coup de cœur de la librairie, son nouveau roman « Et si c'était une nuit ». Toby Nathan fait en fait le récit dans ce roman de son mai 68, entre les manifestations, il y a aussi un peu de l'exil de ses parents, des rencontres aussi qu'il a pu faire. Bref, c'est l'aube d'une vie d'homme dans ce beau roman qui est une véritable balade et un vent de liberté. C'est demain et c'est à 18h avec Toby Nathan. Il y a à la fois des rencontres pour des romans de fiction, non-fiction, des essais. Comment est-ce qu'on choisit un programme aussi éclectique, histoire de pouvoir plaire à tout le monde ? Eh bien justement, pour essayer de plaire au plus grand nombre, un programme se doit d'être composé effectivement de romans, mais aussi d'auteurs d'essais, et d'auteurs de bandes dessinées, d'illustrateurs. Ne pas oublier la jeunesse non plus, il en faut pour tout le monde. J'allais dire un peu pour tous les goûts. Il faut à la fois dans une programmation qu'il y ait ce que j'appelle, et le mot n'est pas très joli, mais des locomotives, c'est-à-dire évidemment des noms importants et qui résonnent pour tout le monde. Ce sera le cas, c'est le cas de Toby Nathan, ce sera le cas la semaine prochaine de Panayotis Pasco, qui a d'ailleurs été premier des ventes là pendant la rentrée avec son premier roman. Et puis ce sont aussi des auteurs peut-être un peu plus littéraires, aussi d'autres plus confidentiels. Ne pas oublier les auteurs locaux, les auteurs régionaux, même si on ne peut pas encore une fois accueillir tout le monde, mais au moins il faut qu'un programme, pour moi, qui tient la route, se constitue de tous ces éléments. Après la programmation, il faut préparer cette rencontre, il faut animer le débat, et puis certaines fois, il y a aussi une signature. En plus du débat, il y a une dédicace. Comment ça se décide, la manière dont sera mené l'entretien ? Est-ce qu'il y aura ou non une signature ? Oui, en général, parce que l'éditeur, en fait, concentre tous les rendez-vous, tous les déplacements d'un auteur, donc c'est quand même par lui au préalable qu'il faut passer. Il ne manquerait plus que je cale quelque chose avec un auteur qui a déjà ce jour-là calé quelque chose et que ça fasse doublon. Ce serait pas gérable du tout pour personne, et du coup, non, le mieux c'est de respecter le chemin habituel en passant par l'éditeur. Une lecture, c'est personnel, c'est donc votre ressenti. Il faut aussi que ça colle avec ce qu'ont ressenti les lecteurs qui sont présents pendant la rencontre, pendant qu'ils ont lu ces livres. En fait, il faut que ça soit leur ressenti aussi. Comment est-ce qu'on réunit les lecteurs, leur ressenti, pour coller avec ce que nous, on a ressenti quand on présente la conférence ? Alors en fait, ça se fait assez naturellement. Vous avez des auteurs qui se prêtent plus au jeu simplement de la signature, qui d'ailleurs n'ont pas forcément toujours envie de parler de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont dessiné. Et puis vous avez des thèmes également qu'il est important de développer avec certains autres auteurs. Donc les choses se font, j'allais dire, assez naturellement. Après, la préparation d'une rencontre, c'est tout simplement d'abord à commencer par lire le livre de l'auteur que l'on reçoit, parce que ça me paraît être quand même assez incontournable. La plus grande des politesses, c'est effectivement de lire l'ouvrage, de commencer à préparer en lisant un peu tout ça. Moi, ce que je fais, je vous mets un peu dans le secret de ma préparation de rencontre. Il me faut le livre dans les mains, le livre papier, les feuilles de papier, un stylo, un peu à l'ancienne, pardon de ça. Après, je retravaille toutes mes questions. On leur dit, mais pour commencer, c'est lire le livre, prendre des notes, noter les numéros de page, peut-être noter aussi une phrase, etc., qui m'interpelle et pour laquelle je me dis, cette phrase, elle va m'appeler une question, elle va appeler quelque chose. J'ai besoin d'une réaction de l'auteur par rapport à ce que je viens de lire et c'est écrit. Et ainsi, comme cela, on déroule une conversation comme on est en train de le faire tout de suite pendant 3/4 d'heure, 1 heure. C'est compliqué parfois de poser des questions à l'auteur, par exemple sur des sujets qui peuvent être sensibles, puisque l'écriture c'est aussi évidemment quelque chose de très personnel. Moi, je pars toujours du principe d'avoir le rôle de Candide. Ce qui est très vrai parce que je me dis, avec la plus grande sincérité, je me dis toujours chez cette phrase, je suis spécialiste en rien.
Voilà, donc du coup, je me pose toujours en rôle de Candide, dans le rôle du Candide, en essayant de poser des questions qui soient quand même pas trop bêtes en général, malgré tout. Et voilà. Et ensuite, qui est clair. Quelquefois, je me dis, cette question, je la note parce que j'ai envie d'entendre la réponse et en même temps, je pense que les personnes présentes pendant la rencontre qui nous écoutent vont aussi avoir envie d'entendre cette réponse. J'ai un exemple qui me vient lorsque Amélie Nothomb était mon invitée il y a maintenant presque 2 ans. Elle avait écrit un livre à propos du décès de son père, était revenue sur l'histoire de sa famille et de son papa en particulier, meurtrie qu'elle était de ne pas avoir en période de confinement pu assister à l'enterrement de son propre père. Puisque sa famille habite en Belgique, elle était, elle, en France, elle ne pouvait pas se déplacer. Et à un moment dans le livre, elle écrit « Il faut savoir parler, il faut parler à ces morts, parler aux disparus ». Je note ça et je me dis, je m'en servirai peut-être pendant la rencontre. Et je m'en suis servi en imaginant que elle aurait envie de répondre à cette question. De fait, elle m'a remercié d'avoir posé la question et en me disant en même temps que pour les personnes qui étaient en face de nous, certaines personnes avaient envie d'entendre la réponse par rapport à cette question. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on se demande quelquefois. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on est autorisé à, j'allais dire, comme elle l'écrit, parler à ces morts, parler à ces disparus? Bon, voilà, c'est un vrai sujet. J'ai voulu qu'elle s'exprime, elle l'a fait avec émotion du reste. Et voilà. Donc il y a des moments comme ça où, en écrivant, je me dis cette question. Voilà, elle peut nous amener à développer le sujet ou appeler même de la part des auditeurs, des personnes présentes à la rencontre. Cela peut aussi amener des réactions, des questions de leur part. C'est difficile à recevoir cette émotion pendant l'entretien avec l'auteur. Ça peut arriver. C'est arrivé avec Amélie Nothomb. C'est arrivé avec Sorge Chalandon, qui sera d'ailleurs en plus notre invité le mardi 5, le mardi 5 décembre à 18h, Sorge Chalandon revient. Mais c'est arrivé une fois avec lui. Ça arrive de temps en temps comme ça, où il y a effectivement, Sorge c'était sur le terrain vous savez qu'il est journaliste, grand reporter, qu'il était sur des terrains de guerre régulièrement. Et après une question, il a eu une réponse qui lui-même, c'est sa réponse lui-même qui l'a ému. Et donc il y a quelque chose qui... Mais après tout, tant pis, et j'allais dire même quelquefois tant mieux, parce que c'est ça aussi le principe d'une conversation. Tout n'est pas drôle, tout n'est pas rose, et il peut y avoir effectivement des moments un peu d'émotion. L'essentiel étant de rattraper ensuite ce que j'ai fait avec Amélie Nothomb. Après, je me disais, pendant sa réponse là, je me disais il faut que je trouve quelque chose de plus léger pour ensuite passer à autre chose. Mais une conversation d'1 heure, elle peut permettre aussi tout ça. Oui, et ça permet aussi d'avoir une autre vision sur le livre, c'est vrai. Alors, à la Galerne, il y a énormément de rencontres. Ça continue même, j'ai envie de dire, la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut connaître le nom des auteurs qui viennent la semaine prochaine à la Galerne? 4 événements la semaine prochaine avec Léonore de Recondo, qui est une amie de la librairie elle aussi. Elle sera avec nous mardi 14 novembre à 18h pour présenter son roman Le Grand Feu, qui est aussi un coup de cœur de cette rentrée littéraire. Le lendemain, mercredi 15 novembre à 17h, cette fois-ci, c'est Edith, l'autrice dessinatrice bien connue, largement au dehors du Havre maintenant, bien sûr. Elle viendra présenter son nouveau roman graphique qui est né d'une idée absolument fascinante et je vais l'interroger là-dessus, c'est la révélation de sa vie antérieure. Alors là, je veux savoir vraiment ce qu'il en est. En tout cas, c'est une vraie, pure création de la part d'Edith qui signe le scénario, les illustrations de cet album. Mercredi 15 à 17h. Le lendemain, Panayotis Pasco, je l'évoquais tout à l'heure, il sera chez nous au Havre, c'est son seul déplacement en Normandie, jeudi 16 novembre. On fera une rencontre à partir de 16h30. Là encore, on a avancé un peu l'heure de la rencontre pour permettre les signatures jusqu'à 19h, car Panayotis, je le disais, a tout simplement trusté la première place des ventes lors de la sortie de son livre en tout début septembre. Son livre qui est d'ailleurs son premier roman, un récit vif où le jeune auteur entremêle un peu des thématiques toutes
plus personnelles les unes que les autres. Ils se livrent vraiment. C'est un roman qu'il faut lire, un récit, je dirais plus volontiers. Et puis samedi prochain, 18 novembre, de 15h à 18h, c'est un auteur jeunesse qui viendra nous rejoindre. Lui aussi connaît bien la librairie et les libraires de la Galerne. C'est Guillaume Le Cornec. Et c'est au Havre qu'il a d'ailleurs choisi de planter le décor de son nouveau roman, le 2e tome de sa série Les Murmures. Ça s'appelle Une étude en jaune. Et voilà, je vous en dis pas plus. Son roman jeunesse vient de sortir. Ce sera le samedi 18 de 15h à 18h. Et là, ce sera une simple signature. J'en profite pour rebondir sur la question du local. Vous invitez régulièrement des auteurs et autrices normandes, ou du moins des auteurs de livres dont l'intrigue se déroule au Havre ou qui parlent du Havre. Pourquoi est-ce que vous essayez toujours d'apporter une petite touche locale à la Galerne lorsque vous programmez des rencontres ? Parce qu'on est au Havre, parce que la Galerne est une librairie locale, une librairie havraise, et que même si, encore une fois, nous ne pouvons pas accueillir ni tous les auteurs nationaux, ni tous les auteurs locaux et régionaux, mais nous devons de faire une part à ces auteurs. Et puis pareil, de la même façon, en général, lorsqu'un livre concerne le Havre, je prends l'exemple d'une autre signature. Le 2 décembre, de 15h à 18h, il y a le 3e tome de la BD Le Havre, qui va paraître dans les jours qui viennent. Nous recevrons 2 illustrateurs normands, Ludovic Souillard et Frédéric Perrand. Ils seront accompagnés de Béatrice Merdrignac, qui a, elle, signé la documentation pour ces 3 albums, et ils viendront en fait célébrer la parution de ce 3e tome qui s'appellera en sous-titre La grande histoire des quartiers du Havre. Il est important, on ne peut pas faire l'économie de ces rendez-vous-là. Et puis, les auteurs et les Havraines, je pense, ne comprendraient pas. Non, mais cela fait vraiment partie de notre démarche. Tout comme lorsque nous ne recevons pas les auteurs locaux et régionaux, mais d'avoir en rayon, que leur livre figure dans les rayons et en présentation dans la librairie, est absolument indispensable. Sans que ça devienne une obligation. Il n'y a pas de temporalité, c'est pas une fois par mois, c'est aussi selon vos découvertes ? Alors en fait, la programmation, c'est encore plus simple que ça, et quelquefois pas plus simple. D'ailleurs, c'est quelquefois compliqué, parce que moi j'aime bien mélanger les genres, comme vous l'avez remarqué. Mais en fait, on travaille avec l'actualité, en fonction de l'actualité éditoriale. Donc on est vraiment focus. Si vous voulez, je vais pas faire dans la programmation une rencontre autour d'un livre paru il y a 1 an ou 2. Il y a tellement de parutions d'ouvrages dans tous les domaines régulièrement, tous les trimestres, que nous devons travailler à propos de l'actualité éditoriale. Et c'est en fonction de cela, et évidemment en fonction également des possibilités de déplacement des auteurs, que je constitue le programme. Évidemment, c'est pas facile tout le temps. Et cette actualité éditoriale, elle présente de nombreux temps forts. En septembre, il y a eu la rentrée littéraire. On commence à approcher de Noël. Les auteurs phares commencent à sortir leurs livres annuels, pour ceux qui en sortent souvent à la période de Noël. C'est des moments qu'il ne faut pas rater, ces grands moments de littérature. Il ne faut pas les rater à la Galerne. Alors oui, bien sûr. Après, l'on fait aussi, nous, en fonction de coups de cœur, d'auteurs qui sont déjà venus, qui connaissent bien, qui ont envie de revenir. Ce sera le cas de Victor Dixon. Tiens, vous me tendez des perches formidables, parce que Victor Dixon est venu l'année dernière à la librairie pour la première fois. Vous savez que c'est un auteur français, mais qui habite en Amérique. Le reste de l'année. Et là, il vient cette année encore passer quelques jours pour faire une tournée de librairies françaises et européennes. Et il a souhaité revenir à la Galerne. Ce sera le jeudi 30 novembre. À 17h30, nous ferons une petite rencontre d'une demi-heure à peu près. Et le reste du temps, il fera les signatures de ses ouvrages. Il avait très envie de revenir, donc on avait très envie aussi de le retrouver. Alors ça se fera le 30 novembre avec Victor Dixon. Voilà, c'est un peu aussi comme cela que ça se passe. Et puis, si je veux parler d'auteurs qui viennent pour la première fois, tiens, prenons l'exemple d'Étienne Davodo, qui était mon invité la semaine dernière, auteur célèbre de bande dessinée. Il venait à la Galerne pour la première fois, mieux, il venait au Havre et en Normandie
pour la première fois. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait à la fois des retours de comédiens, d'auteurs, etc. Je dis comédiens, je vais venir sur une prochaine rencontre également, pour la première fois, mais il faut aussi que on consacre Léonore de Recondo va revenir, enfin donc elle est là aussi, et nous sommes ravis de la retrouver. Je parlais d'auteurs tout à l'heure et d'acteurs en même temps, de comédiens. Vendredi 1er décembre, à 17h30, j'animerai la rencontre avec Denis Podalides, acteur, metteur en scène, sociétaire de la Comédie Française, un monsieur qui a reçu lauréat de 3 Molières, son Cyrano de Bergerac a reçu 5 Molières en 2007. Bon, bref, là encore, c'est un monsieur tellement occupé qu'il a peu de place dans son agenda. Il sera notre invité le vendredi 1er décembre à 17h30. C'est une grande chance. C'est un grand plaisir de le recevoir, là aussi. Vous avez mentionné Victor Dixon, ouais. Il est l'auteur de plusieurs sagas à succès, Phobos, Vampiria entre autres. Ce sont des romans dits jeunes adultes. Double lauréat de l'imaginaire, Grand Prix de l'imaginaire, c'est vous dire, oui. Ou Young Adult, comme c'est parfois appelé aussi, tiré de l'anglais. Oh, je vois que vous connaissez. C'est la lectrice qui parle. Vous lisez donc les livres avant la visite de l'auteur. Pourtant, le Young Adult, ce n'est pas vraiment un livre qui vous est ciblé. Vous n'êtes plus un jeune adulte. Ah, je vous remercie. C'est très vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas vraiment vous, votre âge, la cible pour ce genre de livre. Comment vous vous placez donc en tant que lecteur et conférencier avec des livres pour les plus jeunes ? À la même position. Je ne fais pas de distinguo dans la préparation des rencontres entre un roman littéraire, une bande dessinée, un livre jeunesse, le livre de Denis Podalides qui est pas un roman pour le coup, un essai, quelque chose. Je prépare de la même façon. Après, il peut y avoir effectivement sur les fameuses phrases que je note avec les numéros de page et les questions, il peut y avoir des petites attentions un peu différentes en fonction. Mais en général, je prépare les choses de la même manière. Ça vous arrive de devoir lire des romans que vous n'aimez pas particulièrement en tant que lecteur, mais que vous devez quand même présenter ? En général, lorsque l'on a des invités dans notre programme, c'est qu'on a apprécié les ouvrages des auteurs. Donc il est vraiment, j'ai peu de souvenirs d'avoir des livres qui me tombent des mains pour des préparations, des rencontres que je prépare. Franchement, non mais avec la plus grande sincérité. J'ai beau essayer de chercher, non, je vois pas. Non, parce que chacun de ces auteurs vont... Alors après, il y a les thèmes différents. Quand je reçois un auteur de thriller, de polar, alors évidemment, c'est un genre que j'apprécie. Par exemple, quand je lis du Franck Tilliez, j'aime beaucoup. Alors évidemment, mais Panayotis Pasco, tiens, prenons son exemple. Je savais dès le mois d'avril-mai que il allait sortir son premier roman. J'ai dit, tiens, c'est intéressant et ça peut-être aussi à la librairie nous amener aussi un public un peu différent puisqu'on en parlait tout à l'heure. Voilà. J'ai lu son roman au mois de juin et je me suis dit oui, il faut l'inviter, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il soit à la Galerne, qu'il passe par le Havre et voilà. Et parce que du coup, dans le roman, j'ai ressenti des choses, j'ai lu des choses, il aborde des thèmes, je me suis dit, il faut absolument qu'on en discute. Voilà, c'est plutôt comme cela que ça se passe que à l'inverse, voilà, avec des livres qui nous tombent des mains, etc. Et pour les enfants, il y a aussi des animations. On arrive à la période presque de Noël. Au mois de décembre, il y aura des lectures pour les plus jeunes. Alors, il y a 2 lectures notamment. Lecture jeunesse le samedi 25 novembre à 10h30. Entrée libre, sans inscription pour écouter de belles histoires. Et puis, notre année de notre programmation se terminera bien puisque le dernier rendez-vous de l'année, ce sera samedi 9 décembre à 10h30. Lecture jeunesse toujours avec Delphine et Laetitia, mais cette fois-ci évidemment puisqu'on approche de Noël, ce sera spécial conte de Noël pour les enfants toujours de 3 ans et plus et en entrée libre. Voilà pour la jeunesse. Je voudrais rajouter quand même la signature parce que ça aussi ça peut intéresser les jeunes lecteurs. Signature BD avec Boris Miroir. Boris Miroir, c'est un homme qui est né à Rouen et qui vit maintenant au Havre. Il viendra signer sa bande dessinée samedi 25 novembre de 16h à
18h. Ce sera le 2e tome de Super Pixel Boy. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est le titre de ce 2e tome où il explore, Boris Miroir avec Loïc Clément au scénario, les souvenirs d'enfance liés à leurs jeux vidéo des années 80. C'est drôle comme tout, c'est très bien dessiné, c'est très bien compté. Bon bref, c'est Boris Miroir, ça peut intéresser aussi la jeunesse. Donc tout cela, c'est sur le site de La Galerne, www.lagalerne.com. À retrouver donc, merci Olivier. Et puis si jamais vous vous questionnez, vous pouvez retrouver directement sur l'onglet West Track l'émission qui va bientôt être publiée dans un instant. À la fin de l'émission, vous retrouverez le replay et il y aura toutes les informations pour La Galerne. Merci Olivier. Il est 18h et il est temps pour nous de se quitter. On se quitte comme toujours en musique. Je vous propose un voyage direction les États-Unis à New York. Le titre, eh bien, c'est un petit conseil sur West Track pour ceux qui parlent anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous conseille d'aller voir la définition. Don't worry, be horny. En plus, ça rime et c'est Liphead qui nous chante ce titre. Merci encore Olivier et très belle soirée sur West Track. On se retrouve demain à 17h pour un autre Mag à l'Ouest. L-E-E